Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Guillaume Collin. Guillaume, bonjour. Bonjour à tous. Alors Guillaume, on va parler de ton parcours, de ta vie, parce que entre autres, tu es champion du monde paralympique, de surf paralympique, comment on dit Alors c'est pas encore paralympique, le surf est un sport olympique, mais pas encore paralympique, donc c'est du parasurf. De parasurf, la version champion du monde de parasurf. Voilà, exactement. Ok, bah tu pourras nous expliquer toutes ces nuances. Moi je t'ai découvert justement grâce à ça, grâce à une vidéo que tu avais fait où tu n'étais pas sur un surf, mais tu étais en train de faire du wingfoil. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Donc, incroyable. Et quand j'ai vu que tu étais en Occitanie et autres, je t'ai proposé de venir au micro et de nous expliquer un peu ton parcours et comment tout ça s'est créé. Avant de démarrer, j'ai le petit gimmick d'Atypique, c'est que tu as une question de l'invité d'avant et tu poseras une question à l'invité d'après. Je vais te poser la question maintenant et puis tu y répondras en fin d'épisode. Cette question, c'est Gilles Barbier qui te la pose de handicap.fr. La question que Gilles se posait, c'est si tu avais écrit, ou plutôt, quel livre tu aurais aimé écrire ou quel film tu aurais aimé réaliser. Donc voilà, tu as tout l'épisode pour y réfléchir. C'est parti, je mets en réflexion. Avant de faire du parasurf, tu as fait du surf. T'es pas né en situation de handicap, c'est un accident qui t'a amené sur un fauteuil. Peut-être juste revenir là-dessus et sur ce sujet qui a fait que t'es passé de un mec très sportif, globalement. Ça, je crois que ça a toujours été le cas. Ouais, ça a toujours été le cas. Le sport, ça a été un peu le fil rouge. J'aime être actif et en particulier en extérieur, les sports de nature. Et au départ, c'était les sports nautiques. J'ai commencé avec mes parents qui me mettaient à l'Optimiste en stage pendant l'été à Palavas, le catamaran, la planche à voile. Et puis après, plus de planche à voile, du kitesurf, du surf, des sports de glisse de manière générale. Alors comme j'ai grandi à Montpellier, les sports nautiques, mais aussi les sports de montagne, ponctuellement en vacances, le ski, le snowboard. Et ensuite, c'est un accident en 2015 qui m'a mis en fauteuil roulant, donc paraplégique. Donc toi, t'es hyper sportif, t'as un parcours bureau d'études, enfin en gros, t'as un profil ingénieur. Ouais. Tu quittes l'Occitanie et Montpellier pour aller à Paris bosser. T'es dans un bureau d'études dans la construction. Alors je pars à Paris pour les études, ensuite j'enchaîne avec l'Australie pour les études aussi, un double master, et je commence à travailler là-bas. On connaît le master en Australie. Voilà, exactement, le master surf et soleil. C'est ça, le fameux. Mais c'était un gros critère de choix, effectivement. Et après ce master, j'ai trouvé du taf en Australie, donc j'y suis resté quelques années, rentré à Paris pour le boulot également. Et voilà, donc principalement dans la construction, bâtiment travaux publics en bureau d'études. Donc tu as 31 ans, tu es avec... Au moment de l'accident, ouais. Au moment de l'accident, tu es avec ta copine de l'époque et tu te dis, bah tiens, je vais la présenter à mon père, on part en week-end faire de la rando, de l'avion. Ton papa était pilote de ligne. C'est ça. Avec une grosse passion pour l'aviation, évidemment. Tout à fait, ouais. Et donc, lui, il faisait du planeur. Il faisait, donc c'était son métier, il faisait du planeur, il faisait du petit avion aussi sur les aérodromes. Et donc ça, c'était dans les Alpes en juillet 2015. Et lui, il avait comme habitude, il avait son planeur à lui, il avait comme habitude d'aller dans cette région des Alpes pour pratiquer sa passion tous les étés. Et donc, le but, c'était de passer 2-3 jours dans les Alpes, faire de la rando, de l'escalade et puis un tour de planeur. Ok, donc là, démarre le tour de planeur. Il fait un premier tour, vu que c'est un biplace, il fait un premier tour avec la copine. Ils vont faire 1 heure de planeur, c'est super. Il se repose. C'est mon tour. C'est ton tour. Vous partez ensemble et vous reviendrez pas en planeur. Exactement. À ce moment-là, toi, tu vis un crash d'avion. Comment ça se passe quand t'es dans un planeur et que tu vis un moment comme ça? Enfin, je veux dire, c'est quoi les sensations de cet accident et comment tu... Ouais, c'est difficile à décrire. C'est très... Voilà. Dans notre cas, ça a été très brusque. Un vol en planeur, c'est paisible. Un planeur, c'est un petit avion qui n'a pas de moteur, donc qui vole
au gré des ascendances et du vent qui remonte les pentes en montagne, justement. Donc, c'est ces avions qui ont un petit cockpit et des immenses ailes. Une très grande envergure, avec des ailes très fines pour avoir une belle portance et bien glisser à travers l'air. Et donc, c'est très paisible, il n'y a pas de bruit, donc tout allait bien. Et puis, en un claquement de doigts, on s'est retrouvé très soudainement, la tête en bas, à faire des vrilles en piqué vertical. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. De tout ce qui se passe, comment ça se passe, alors ça, je m'en souviens. Ça, je me souviens que tout allait bien, qu'en un claquement de doigts, c'est la tête en bas. Et très rapidement, je me souviens plus. Alors, soit c'est mon cerveau qui a filtré, qui s'est dit ça, on met pas ça dans la mémoire à long terme, ou alors je suis tombé dans les pommes, je n'en sais rien. Et quoi qu'il en soit, on a atterri, on s'est craché, on a atterri dans les arbres. Alors, c'est quand même d'un certain côté, c'est une chance d'atterrir dans les arbres, parce que c'est un milieu montagneux. Si on avait atterri dans les rochers, ça aurait pas été la même histoire. Donc, ce qui a permis d'amortir un petit peu le choc et moi de me sauver la vie. À ce moment, donc toi, tu te réveilles à l'hôpital quelques jours après. Il y a ton frère, un de tes frères dans la chambre, qui t'annonce que ton papa est décédé dans l'accident. Et c'est lui qui t'explique que t'es paraplégique, ou enfin comment... Tout ça, c'est très flou, parce que moi, je me suis réveillé en salle de réanimation dans un sous-sol d'hôpital à Grenoble. Alors le contraste est brutal, je suis au-dessus des montagnes et puis je me réveille. Mais j'étais perfusé, j'avais de la morphine à bloc, j'étais enveloppé dans une certaine douceur en fait. C'est assez étrange comme sensation. Donc je comprenais qu'il y avait quelque chose, mais je ne réalisais pas les conséquences de ce qui était arrivé. Je comprenais que j'avais plus l'usage de mes jambes, que mon père était décédé. Mais moi, j'ai l'impression de m'être réveillé en le sachant déjà. Tu vois, c'est mon souvenir à moi, j'avais l'impression de le savoir. Donc ça n'a pas été une surprise quand il me l'a annoncé. Mais c'est peut-être parce que, tout simplement, je me suis réveillé avant, il me l'a dit, et puis j'ai oublié. Tu vois, c'est très très flou ces moments-là. Moi, j'ai l'impression de savoir, mais... Il se trouve que plus jeune, à l'adolescence, tu avais perdu ta maman. Donc là, tu te réveilles, tu sais plus ou moins, en tout cas, tu passes dans un système de... Tu sais que tu dois faire de la rééducation, tu sais pas trop où tu vas aller. Toi, tu m'as dit, ça a mis du temps quand même. Conscience. Non, j'avais pas conscience. Là, ce que je pensais à ce moment-là, c'est ok, on va attendre quelques jours ou semaines, ou j'en sais rien, de sortir de cet état un peu ensuqué, pour comprendre réellement l'effet et ce qu'il en est, et puis voir ce que j'en fais après. Mais à ce moment-là, c'était ok, on va attendre de sortir de cet état-là pour réfléchir à tout ça. Puis de toute façon, j'avais pas la capacité physique et mentale. Enfin, je me réveillais 5 minutes et puis je me rendormais pendant 4 heures et je me réveillais 10 minutes et je repartais dans mon sommeil. Donc, comment on vit avec ça? Comment on se relève de ça? Enfin, je veux dire, à un moment, t'es à l'hôpital, t'es dans des trucs de rééducation. Quand on en a parlé un peu ensemble, tu m'as dit, bah, tu sais, il y a des choses que tu maîtrises pas dans la vie. Donc, faire avec. Et puis, et je crois qu'il y a, tu vois, l'épreuve, même là, en reparlant, alors que c'est pas ma vie, tu vois, je sais même pas comment appréhender tout ça. Et toi, t'as eu une réaction qui est très pas stoïque au sens, je veux dire, ça pourrait paraître stoïcienne dans le concept de stoïcisme. C'est ça, c'est pas le côté négatif, c'est pas, c'est vraiment. Ok, bah en fait, va falloir faire avec. Donc, je vais faire avec. C'est un peu du stoïcisme. C'est du stoïcisme, c'est comprendre que je ne vais pas pouvoir changer ce qui s'est passé. Enfin, le passé est immuable. Donc, pour progresser, la première étape, c'est d'accepter ce qui s'est passé, accepter ce que je ne contrôle pas. Et par contre, mettre de l'énergie là où je peux changer les choses ou avoir un impact. Et là où je pouvais avoir un impact, c'était dans les efforts que je donnais pour la rééducation, pour les petits objectifs du quotidien, pour au tout début retrouver mon autonomie, et puis petit à petit essayer de récupérer au mieux ce que je pouvais. Parce que je suis paraplégique, mais paraplégique incomplet.
C'est-à-dire que ma moelle épinière a été fortement abîmée, mais elle n'est pas sectionnée. Donc j'ai encore quelques connexions nerveuses qui se font entre le cerveau et les jambes, et ce qui m'a permis d'avoir un espoir de récupération. Donc les médecins ne savaient pas me dire si j'allais pouvoir remarcher, ou ils m'ont pas fait non plus un diagnostic brutal en mode non, c'est bon, tu seras en fauteuil roulant. On ne savait pas comment ça allait pouvoir récupérer. Donc j'avais cet espoir au quotidien de pouvoir faire des efforts en rééducation pour essayer de récupérer au maximum. Et c'est ça qui m'a boosté. Enfin, c'était la petite motivation quotidienne, faire le plus possible. Enfin, c'était mon objectif. Ouais. Tout donner pendant cette période-là pour ne rien regretter ensuite. Ta copine qui vit du coup, parce que toi qui vis l'accident avec elle qui est sur le tarmac et qui vous attend, et la nuit arrive, et donc on imagine que pour elle ça a dû être c'est très compliqué de manière générale. Enfin, moi, c'est une épreuve que j'ai vécue, mais pour l'entourage également. Ouais. Très très dur pour l'entourage, et ce qu'elle a vécu, alors j'ai jamais eu l'occasion de vraiment en reparler avec elle parce que c'était un peu tabou et un blocage de son côté. Bon, quelque chose que je respecte, mais effectivement ça devait être une épreuve très compliquée, parce que d'être dans l'inconnu complet. Elle repart à Paris, enfin je veux dire, le lundi le boulot il recommence, et bon, j'imagine que c'était peut-être pas comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas la vie continue, quoi. Donc toi, comment ta boîte, comment ça se passe quand t'es en poste, que tu pars en week-end et qu'il se passe ça, la position de l'entreprise et autres, parce que tout le monde est dans le flou. Tout le monde est dans le flou. Alors c'est pas moi qui ai géré ça, parce que j'étais pas en capacité de gérer ça, donc c'est ma famille, mes proches qui ont dû alerter mon employeur. Ouais. Et voilà, là encore une fois, c'est pas rien. De toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et j'ai été en arrêt de travail pendant plus d'1 an. Donc là, pendant 1 an, tu fais de la rééducation. T'es à Montpellier tous les matins. Ton sujet, c'est là où on te donne une demi-heure, 2 fois une demi-heure de kiné. Toi, tu dis, non, attendez les gars, vous n'avez pas compris. Donnez-moi 2 fois une demi-heure, pas de problème, mais moi, je vais faire toute la journée. Parce que tu rentres en mode, de toute façon... Je suis là pour ça. Après, j'aime le sport, j'aime me dépenser. Donc finalement, dans cette période-là, j'étais pas trop mal, parce que j'étais un peu redevenu acteur, à me dépenser, aussi à voir les bénéfices de ces efforts que je donnais, parce que je voyais que ça récupérait petit à petit, tu vois. Donc j'avais cette motivation qui était entretenue. Et ça m'a forcément beaucoup aidé. T'es accompagné psychologiquement quand il se passe un truc comme ça? Alors, dans les centres de rééducation, alors c'était un centre spécialisé à Montpellier, donc spécialisé dans la lésion médulaire de la moelle épinière. Donc typiquement, des gens comme moi qui ont eu un accident, qui ont touché la moelle épinière. Oui, là, il y a des psychologues au centre qui sont là et qui s'occupent des patients régulièrement. Ouais. À quel moment, du coup, tu prends conscience que tu vas pas remarcher mais que tu vas être sur un fauteuil? Ouais, ça prend du temps, parce que comme j'étais dans une phase de récupération, je voulais pas me projeter dans l'état, dans l'instant T, sachant que potentiellement demain j'allais faire des progrès, la semaine prochaine et le mois prochain encore plus. Donc je voulais pas me projeter dans ce qui n'allait peut-être pas être mon futur. Donc ça a mis du temps, et peut-être que ça a mis 6 mois avant que je comprenne que, même ayant beaucoup récupéré par rapport à l'état initial juste après l'accident, ça allait pas être assez pour remarcher, ou pour remarcher même avec des adaptations. Donc ça allait être fauteuil roulant. Donc ça a pris 6-7 mois, je pense, après l'accident. Et ça a été la période un peu compliquée psychologiquement, parce que c'est là que je me suis dit, ok, maintenant je me projette, ça va être fauteuil roulant. Quand tu es dans un centre comme ça, et que du coup tout le monde est concerné plus ou moins par... Alors, pas au même degré, mais en gros par la même chose, c'est quoi le rapport à la performance? Enfin, je vais m'expliquer. En gros, est-ce qu'à un moment... ah tiens, là j'arrive à progresser, mais l'autre il n'y arrive pas, enfin tu vois, comment tu arrives à gérer le fait que il y en a qui prennent plus ou moins conscience vite qu'ils vont plus remarcher, ou à l'inverse? Est-ce que, enfin tu vois, c'est pas facile, c'est des états d'esprit différents. C'est vrai que moi j'avais un espoir de récupérer. Il y en a, ils ont clairement, on leur dit dès le début, voilà, la moelle épinière est sectionnée, il y a pas d'espoir, mais vous allez travailler pour récupérer au moins votre autonomie, savoir s'habiller, se doucher, les basiques de la vie quotidienne.
Et moi, j'avais ça à réapprendre, plus l'espoir de récupérer. Ouais. Donc, pour moi, c'est une chance d'avoir cette motivation en plus pour avancer. Après, clairement, dans le monde du handicap, il ne faut pas se comparer parce qu'on est tous... Enfin, dans le monde de handicap ou valide, j'aime bien me dire, il ne faut pas se comparer. T'as gardé des liens, il y a des rencontres que t'as fait là-bas où c'est un truc qui appartient au passé, qui est un espèce de... qui était un centre de rééducation. Parce que c'est un sujet... Enfin, rien à voir avec ce que toi t'as vécu. Et moi, j'ai eu un gros problème au genou et j'ai passé 7 mois à Hauteville à faire de la rééduque et tout. C'est un environnement un peu particulier, les centres de rééducation, où tu passes beaucoup de temps avec des gens qui ont quasiment tous le même problème, mais qui gèrent pas tous de la même manière. Et là, j'imagine qu'en plus, quand t'es dans des sujets type moi l'épinière et tout ça, c'est assez intense et du coup, ça crée une relation qui est un peu particulière. Alors je t'avoue qu'à ce moment-là, j'étais peut-être un peu asocial, mais j'étais dans ma rééduque. Je faisais ça toute la journée. À 17h, j'étais rincé, donc je rentrais dans ma chambre, je me reposais. Et c'est vrai que c'est pas à ce moment-là de ma vie que j'avais forcément envie de créer des liens sociaux. Mais voilà, c'était pas ma priorité. Et non, voilà, moi je voulais vraiment aller le plus loin possible dans la rééducation. Et donc, j'ai pas gardé beaucoup de contacts, un petit peu quand même, mais tu vois, c'est pas très sociable. J'étais pas la meilleure personne à côtoyer à ce moment-là. Enfin, j'étais pas méchant, mais tu vois, j'étais un peu dans mon truc. Là, tu sais que tu vas sortir du centre de rééducation et que, en gros, tu fais plus de progrès, donc ta situation, elle est connue. T'appelles ton employeur pour lui dire désolé, mais je suis sur un fauteuil, donc je remonterai pas à Paris parce que Paris, c'est impraticable. Voilà. J'en avais pas envie, en tout cas, de galérer. Donc, je reste à Montpellier. Et il y a deux choses. Enfin, lui, ce qu'il te dit, c'est OK. Alors, en fait, je l'ai même pas appelé pour lui dire est-ce qu'on peut s'arranger. Je pensais que c'était fini. C'était la fin et qu'on allait faire une rupture. Mais il me dit non, j'ai envie de te garder, donc si tu as envie de rester, organise-toi, fais-toi un bureau à Montpellier et commence à reprends ton taf en distance. Ça doit être assez positif, ça doit faire du bien top. Quand ça fait du bien. T'as l'impression, le monde, j'imagine, s'écroule un peu, et même si t'as l'air d'avoir quand même une bonne capacité de résilience et autres, quand t'as quelqu'un qui te dit non, mais en fait, moi, je compte sur toi, t'étais pas là depuis un an, tu peux très bien imaginer que dans une boîte, dans la construction et tout ça, ok, il se passe ça, on va le remplacer, et puis effectivement, on va sortir de ce contrat-là, quoi. Donc ça doit être un truc... ça c'était un moteur, j'ai beaucoup apprécié la réaction de mon patron, je m'entendais bien avec lui, il y avait une vraie relation de confiance entre nous, et quand il m'a proposé de rester, effectivement, pour moi, c'était top, ça me permettait de rester dans la région montpelliéraine, et là où je m'étais réinstallé, et de pas galérer avec les transports, l'hébergement, etc. dans une grande ville comme Paris. Et puis moi, j'avais envie de me sentir utile et de revenir à la vie active, à la vie professionnelle en tout cas. C'était important pour moi, après 14 mois d'arrêt, de me relancer, et du coup, ça m'a permis de reprendre immédiatement, quoi. Trop bien. Il y a un truc que tu m'as dit qui paraît évident, mais qui me fatigue rien que d'y repenser. C'est que tu me dis, j'ai eu le truc le plus compliqué, ça a été de trouver un logement accessible. On parlera du sport et tout ça, mais c'est pas là que t'as le plus galéré. Tu me dis logement accessible, c'était trop compliqué, parce que vu que je suis ingénieur et que j'ai fait des bonnes études, j'avais un bon poste, j'avais un bon salaire, le problème, c'est que les logements accessibles, c'est du neuf, et donc c'est du Pinel. Et donc, en gros, je gagnais trop bien ma vie pour avoir le droit à ça. Et donc, j'étais obligé d'être dans l'ancien. Et dans l'ancien, c'est pas accessible. Exactement. Et là, tu te dis, mais putain. C'était assez galère à trouver. Il y avait plein d'offres sur les sites spécialisés. Il y avait beaucoup d'offres. Mais il n'y en a aucune qui correspondait il y avait toujours un plafond de salaire où c'était pas accessible. C'était soit l'un, soit l'autre, en fait. Mais ça paraît lunaire quand tu sais que 85% des handicaps surviennent après la 25e année, que globalement, ça survient au cours de la vie, de te dire, mais en plus de ça, c'est pas suffisamment compliqué, en plus je vais galérer à trouver un logement accessible. Au final, t'arrives à trouver... Au final, j'ai trouvé quelque chose. mais sans la place
handicapé au parking. J'avais ma place de parking, mais c'était pas une place. Ok. Enfin, c'était pas une place PMR, quoi. Ils ont fait des aménagements particuliers. Tu as eu le droit à des compensations ou des aménagements particuliers ou non, j'en ai pas demandé. Après, l'appartement en soi que j'avais trouvé, que j'avais choisi, il était accessible. Ok. Et cette place de parking, j'arrivais quand même à rentrer dedans. C'était un box, donc c'était un box fermé. Okay. Et quand on est en fauteuil roulant, on a besoin vraiment d'avoir de la place quand on sort pour mettre le fauteuil. Donc c'est pour ça que les places handicapées sont larges. Et donc là, je passais à 1 centimètre de chaque côté, mais ça passait. Parce que tu as t'es dans une situation où t'es pas complètement paraplégique, donc tu arrives à être debout, faire un transfert debout et petite... juste pour la petite anecdote, et c'est là où on voit que même nous qui sommes dans le métier, et moi qui fais ça toute la journée, parfois on manque de bons réflexes. Pour moi, vu que tu venais en fauteuil, je me suis pas posé cette question, et donc on a enlevé la table haute, mis des fauteuils, tout ça, et puis j'avais mon fauteuil, et puis pas de fauteuil pour toi, parce que je me suis dit, t'as un fauteuil, tu mets derrière le micro, et puis voilà. Et en fait, tu me dis, ah bah tiens, non, moi je peux faire le transfert. D'ailleurs, si on peut rester un peu debout, parce que ça va me faire du bien et tout. Donc on voit bien que chaque personne, chaque individu... Chaque personne a ses besoins, et c'est vrai que là, tu vois, tu m'avais laissé une place sans fauteuil parce que j'ai le mien perso, tu vois, mais en fait, le fauteuil roulant, c'est un moyen de transport, c'est pas confort. C'est vraiment pas confort d'être... Enfin, c'est pas confort. C'est pour se déplacer, mais voilà, s'il y a un fauteuil confortable pour y passer 1 heure à échanger avec toi, je préfère être assis dans le fauteuil confortable. Mais ça montre bien que pour ton histoire d'appartement, parce que toi, t'as pu accepter, d'autres potentiellement l'accepteraient pas, et donc... Voilà, et chacun a sa sensibilité et ses capacités. Moi, je te parle de ce sujet du fauteuil que je préfère me mettre dans un vrai fauteuil parce que j'ai une facilité à faire mes transferts aussi, tu vois, ça dépend des personnes. Du coup, tout de suite, tu t'intéresses au sport parce que tu es très sportif et donc tu fais à peu près tous les sports d'avant et puis tu recommences, donc tu testes le vélo à bras, tu testes... j'ai essayé plein de trucs, c'était une super période ça. Et c'est marrant parce que je pensais que c'était compliqué de trouver des sports adaptés. Et à l'inverse, toi, tu me dis, oh, bah non, en fait, moi, dans mon coin, il y avait plein de clubs, il y avait plein de trucs, on trouvait toujours une solution, et donc j'ai pu faire beaucoup de sport et tester plein de trucs. Ouais. Jusqu'au jour où tu vois une vidéo d'un champion de parasurf. C'est ça. En fait, la vidéo, je l'ai vue avant ma sortie du centre. Je l'ai vue dans le centre de rééducation, dans la période justement où je commençais à me projeter en fauteuil roulant et que j'avais besoin d'un peu d'inspiration et j'étais curieux, donc à ce moment-là je regarde sur internet, j'essaie de chercher sur Google des sports de glisse adaptés et je tombe, c'était en 2015 et c'était la première édition des championnats du monde de parasurf qui avait lieu en Californie mais qui était retransmis sur YouTube. Et donc je découvre ça, je fais c'est pas mal et je regarde et il y avait ce champion brésilien, Felipe Kizulima. Donc parasurf, c'est une planche de surf avec un siège ou un... Alors, il y a plusieurs catégories, comme dans beaucoup de parasports, en fonction du handicap. Donc, tu as 4 positions, ceux qui restent debout parce qu'ils ont un handicap des membres sup, ou typiquement un amputé qui va avoir une prothèse qui va pouvoir surfer debout. Et plus tu montes dans le handicap, plus la position sur la planche baisse, en fait. Et après, tu as les personnes qui sont à genoux, la catégorie assise, donc moi, je fais partie de cette catégorie-là, et puis la catégorie allongée, finalement, là. Et les surfeurs rament allongés, mais se lèvent pas comme invalides, ils restent allongés. Est-ce que à ce moment-là, toi, tu avais peut-être un surf déjà ou un truc? Oui, j'en faisais déjà un petit peu. Tu sors, tu tentes tout de suite, ça fait partie des premiers trucs où tu te dis, bah tiens, prenons les surfs avec tes potes et autres, et puis allons voir ce que ça fait. T'as ce réflexe-là ou non, pas tout de suite, parce que là, pour le coup, en termes de logistique, c'est un peu plus compliqué que aller faire un sport adapté d'intérieur, le basket fauteuil, le tennis fauteuil. T'étais basketteur, toi, par exemple? Moi, j'étais basketteur. Je fais beaucoup de basket dans ma vie et c'est un des premiers sports que j'ai retesté, mais c'est quelque chose qui me convenait pas à moi personnellement parce que j'avais toutes ces sensations d'avant et j'ai une énorme frustration à rester les fesses dans un fauteuil alors qu'avant, j'étais très aérien, je sautais, je dunkais. Donc ton style de jeu correspondait pas aux sensations que tu retrouvais là en faisant du basket. Exactement, donc c'est un super sport mais qui moi me correspondait pas, donc j'ai fait du
du tennis fauteuil qui pour le coup était plus une découverte de... J'en ai fait un tout petit peu quand j'étais jeune, mais pas beaucoup, donc voilà, je redécouvrais un sport complet en fait. Donc j'ai fait ça, j'ai fait... tennis de table Tennis de table, non, pas un petit peu en centre de rééducation parce qu'il y avait un APA, activité physique adaptée là, qui nous faisait faire un peu de sport, donc il y avait du tennis de table, mais j'en ai pas refait après. J'ai fait de l'escalade. Premier truc que j'ai fait... L'escalade ? J'ai fait de l'escalade. Premier truc que j'ai fait en sortant du centre, parce que je faisais aussi de l'escalade avant, et j'avais ça en tête, de voir ce que ça faisait. Okay. C'était très très compliqué, mais ça... Ouais, parce que du coup, tout à la force des bras. Alors comme j'ai récupéré un peu dans les jambes, j'ai pas la force pour me pousser sur les jambes. Ouais. Par contre, donc je me hisse à la force des bras, mais il y a une prise qui est sous mon pied. Tu peux poser. Voilà, je peux me poser et reposer mon poids du corps. Okay. Le temps de remonter les bras pour me hisser. Ça doit être assez éprouvant, parce que l'escalade, les gens qui connaissent pas pensent que c'est les bras, mais c'est quand même beaucoup les jambes. Beaucoup de tout, mais c'était éprouvant, mais c'était un challenge que j'avais envie de me faire. T'as continué ou pas l'escalade ? Alors j'ai continué quelques séances, mais en fait je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup trop d'efforts par rapport au plaisir que j'en retirais. Oui, mais c'est pas grave, si t'étais habitué à en faire, que tu faisais des grosses... le but c'était à ce moment-là d'ouvrir des portes, de semer des graines et voir ce qui marche pas. Canoë, paddle, tout ces trucs-là à fond. Ouais. Le kayak à fond, la natation, le yoga, le vélo à bras, le ski de fond, le ski de descente. Tu m'as dit, on a des sensations de ouf en ski. Le ski de descente était du matos super bien adapté pour en faire assis. Il y a une très belle boîte qui fabrique tout ce matos qui est à Grenoble. Ah bah oui, voilà. Et ils sont assez géniaux, boîte française et tout. Ils font tout ce qui est adaptation. Ouais, c'est avec leur matos que j'ai... Ils sont très très bons. Et j'ai Caroline Fruchot qui m'en avait parlé. Je l'avais interviewée, elle faisait un retour de ski, qui est très très sportive aussi, qui fait des trails. Elle a fait le marathon des sables en fauteuil et tout. Et effectivement, il paraît que le ski, t'as des sensations de ouf. On imagine la vitesse à ras le sol, enfin assis, la vitesse à laquelle tu vas, c'est sûr que... Et puis finalement, tu te dis que la montagne, ça va pas être du tout adapté, accessible en fauteuil, mais alors le châssis de ski sur les pistes, c'est incroyable. Okay. Et puis même pour les remontées mécaniques, l'ensemble du domaine skiable, c'est bien d'avoir quelqu'un aussi à côté. Le plus compliqué, c'est quand tu tombes pour se redresser. Alors si tu tombes dans la pente, la tête en haut, ça va, mais si t'es la tête en bas, c'est plus compliqué. J'imagine. Avec les Alpes 2030, là, ça va être un beau... Ouais. On va voir des belles choses. Ok, donc tu testes tous les sports. Et donc je teste en premier les sports qui sont faciles d'accès, en salle. Pas d'abord les sports faciles d'accès. Et ensuite, petit à petit, les sports de nature qui ont cette contrainte supplémentaire, c'est leur accès, quoi. Tu vois, le surf, c'est traverser la plage. Traverser une plage en fauteuil. Ce qui n'est pas compliqué, c'est une fois que tu es sur le surf, mais par contre, pour aller jusqu'à la mer... Alors, au début, il y a tout qui est compliqué. Et maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus que... pour moi, il n'y a plus que traverser la plage qui reste compliqué. Enfin, qui reste... Il y a eu un gros job de fait, je crois, dans cette région, autour des Andy-plages. En tout cas, le fait d'avoir des choses qui soient accessibles. Moi, je me souviens de Jackie Lapalu qui avait monté ça il y a très très longtemps. Et il y a de plus en plus... C'est quoi, entre les premières fois où tu t'es retrouvé à aller sur la plage en fauteuil et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que dans ce coin, là où t'es, ça a bougé, tout ça, ou pas? Moi, c'est très spécifique parce que les accès plage, tu as peut-être des choses qui se font, mais quand tu fais du surf, tu deviens très pointu sur où tu veux aller à l'eau. C'est à cet endroit-là et c'est pas 200 mètres ailleurs, tu vois. Et donc, l'accès en 10 plages qu'ils vont faire, ça va être à un endroit donné et c'est pas forcément là où il va y avoir des vagues. Et après, ils font aussi des accès plages avec des tapis roulants, des tapis déroulants là, qui posent sur le sable. Les mairies font ça, les communes, mais c'est systématiquement juillet-août pour la période estivale avec les touristes. Mais après... Toi, tu surfes toute l'année? Ouais. Je surfe toute l'année. Mais en fait, il n'y a même pas de... C'est extrêmement rare, en tout cas en Méditerranée, qu'il y ait des conditions en été. Les conditions, c'est l'hiver. Et donc l'hiver, il n'y a pas les tapis d'accès plage. C'est quoi les solutions que tu as développées, trouvées? C'est quoi ton système D pour aller à la mer? Solution, c'est d'accepter de demander de l'aide. Voilà.
C'est l'aide humaine. J'y vais avec des potes, ils me portent sur leur dos, ou j'y vais et je trouve quelqu'un sur le parking. Et les gens sont toujours contents de donner un coup de main. Le plus dur, c'est quand moi j'ai très envie d'aller surfer à 7h le matin en plein hiver, il n'y a pas toujours quelqu'un sur le parking. Et là, c'est les plus gros moments de frustration. Après, j'ai aussi un fauteuil sur lequel j'ai mis des roues de pneus, des roues fat, des grosses roues très larges à basse pression pour aller dans le sable. Un fauteuil que j'ai un peu pimpé, adapté pour aller dans le sable. Mais même avec ça, ça demande énormément d'efforts pour moi de traverser la plage. Par contre, si quelqu'un me pousse, c'est beaucoup plus facile qu'un fauteuil standard avec des pneus fins qui vont s'enfoncer dans le sable. Et avec tous les produits dérivés, le matériel électrique, tous les sorts de ces produits-là. Ouais, j'ai jamais testé ça. Ou en quad, ou enfin, tu vois, je sais pas. Ouais. Et après, il faut, tu vois, le quad, il faut la remorque pour l'amener à. Enfin, il faut. Ou alors, soit tu le stockes quelque part, et ça veut dire que tu vas toujours à cet endroit-là pour surfer. Et quand tu surfes, je te dis, t'es vraiment à l'affût des conditions météo, et tu vas. Ah oui, aujourd'hui, tu vas aller surfer là, mais demain, tu vas aller surfer 15 km plus à l'est, à l'ouest. Enfin, c'est pas figé, quoi. Tu bouges sans arrêt en fonction des conditions. Et t'as pas, imagine te balader en quad tout le temps en mode, c'est mon moyen de transport parce que je peux aller jusqu'à l'eau et. Ouais, après, il faudrait voir si t'as le droit. Voilà, exactement. Ouais. Est-ce que t'as le droit de laisser ton quad comme ça sur la plage? Et après, tu peux avoir des systèmes motorisés sur les fauteuils. Et encore une fois, je me suis pas trop penché là-dessus parce que on est dans le milieu marin, il y a du sable, il y a des embruns, il y a du sel, et ça, c'est très dur pour le matériel qui en prend vraiment un coup. Donc moi, j'ai mon fauteuil spécifique, mais qui, voilà, il est là pour ça, il rouille dans tous les sens, et même si je le rince et tout, forcément. Donc ramener du matériel électrique et tout là-dessus, qui en plus, forcément, coûte cher. Pour le mettre dans le sable, le sel, etc. Tu surfes avec les mêmes personnes avec lesquelles tu surfais avant? T'as ton groupe de potes avec qui tu... C'est les mêmes ou les nouveaux. Enfin, franchement, l'accident n'a rien changé dans mes relations et mon entourage de manière générale, que ce soit dans les proches ou dans les amis, dans le sport. Enfin, pour moi, ça n'a rien changé. Donc, il y a ceux d'avant qui sont encore là, il y a les nouveaux qui se font parce qu'une vie, ça continue et tu crées tes liens sociaux. Donc... Comment, à un moment, tu te dis, je passe de faire du surf et de m'amuser à je vais en fait rentrer en compétition et avoir une vie de compétiteur jusqu'à devenir champion du monde, sachant que... Je vais te dire un truc, moi je suis toujours dans le schéma, je fais du surf pour m'amuser. Je suis jamais passé du côté je veux faire de la compétition ou je veux performer en tout cas. C'est peut-être pour ça aussi que tu es champion. Alors, je sais pas si c'est pour ça, je sais pas si c'est la recette magique, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Et moi, je fais ça d'abord par passion, par plaisir pour moi. Et petit à petit, c'est vrai que voilà, après, j'ai été repéré par le sélectionneur de l'équipe de France qui m'a proposé d'intégrer l'équipe. Et du coup, je dis, super, on va en Californie, on va rencontrer plein de parasurfeurs du monde entier. En plus, moi, c'est plus ça qui me motive, tu vois, c'est déjà de voyager parce que j'aime bien découvrir de nouveaux endroits, surfer une vague à l'autre bout du monde, une vague mythique, typiquement, et puis rencontrer les parasurfeurs du monde entier, partager. Les spots de surf que tu as fait, ou ceux que tu as fait, ou ceux que tu as envie de faire qui sont mythiques? Moi, quand on parle surf, je pense à Hawaï, les vagues de 15 mètres, mais je sais pas si c'est encore ça. Moi, si, t'as Hawaï que je connais pas, mais clairement, c'est un endroit où il faudra que j'aille un jour. Hawaï, la Polynésie, aussi, ça fait rêver. Pas mal. La Polynésie, ça fait rêver, que je connais pas non plus. Puis j'en ai fait pas mal, des super spots, que ce soit en Californie, en Afrique du Sud, il y a un an, en juillet 2024. C'était incroyable. En Australie aussi. Et il y a des endroits où tu t'es senti plus à l'aise justement sur cette aller à l'eau et tout ça. Il y a des endroits où c'est mieux pensé que chez nous, ou c'est toujours le même... Après, moi j'aime trop la nature pour me dire qu'il faut la rendre accessible partout, parce que la rendre accessible, c'est un peu la dénaturer par définition. Et donc c'est pour ça que je préfère trouver quelqu'un, ça crée une relation humaine en plus qui me donne un coup de main, et j'arrive à aller à l'eau pas partout parce que des fois c'est trop compliqué, mais dans beaucoup d'endroits. Ouais.
truc de ouf quand même, c'est que le fameux mec que tu voyais en vidéo sur YouTube quand tu étais en rééduc, tu te retrouves à surfer face à lui. Mais donc c'est ce gars qui m'a inspiré, qui m'a donné le déclic il y a 10 ans quand justement je suis sur mon lit d'hôpital, je cherchais un peu comment j'allais pouvoir m'épanouir, enfin retrouver ces sensations de glisse qui m'animent. Donc lui il est brésilien ? Lui il est brésilien, il a le même handicap que moi et c'est à ce moment-là que je l'ai vu sur sa planche et je me dis ouais, incroyable. Donc et le but c'était pas de devenir comme lui, c'était incroyable parce que ok ça me donne une motivation de faire quelque chose où je vais pouvoir peut-être retrouver ces sensations. T'es dans la passion et tu kiffes et on sent bien que c'est ça qui te fait vibrer. Tu te retrouves à surfer, enfin à être sélectionné, tu surfes et en fait tu le détrônes. Alors pas la première, j'ai été sélectionné première année en 2022, donc je l'ai rencontré au championnat du monde en 2022 et déjà j'étais super content de le rencontrer parce que c'était mon inspiration, on discute, je lui parle de comment je l'ai découvert en 2015 et que ça a été un moteur. Et là, je fais... Il a dû te trouver sympa. Et après, il dit, putain, non, mais la première, je l'ai laissé gagner pour la première. J'ai laissé gagner 2-3 ans quand même. T'as été poli. 2 ans, je l'ai laissé gagner. Et puis au bout d'un moment, je l'ai rattrapé petit à petit. Puisqu'on s'est rencontrés plusieurs fois sur diverses compétitions. Je l'ai laissé gagner quelques fois. Et puis petit à petit, j'ai rattrapé son niveau. Je l'ai battu. Et c'est un peu... il est exceptionnel. Hein, on se bat... Là, on est à un ratio d'une fois sur 2, grosso modo. Chaque fois qu'on se rencontre. Lui, c'était un peu le GOAT du sujet. C'est le GOAT, toujours, hein, parce qu'il a une expérience. Un palmarès de ouf. Il est champion. 6 fois champion du monde, je crois. Et donc là, le petit Frenchie, la French Touch. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand t'es champion du monde quand le jour où t'es champion du monde, c'est quoi comment ça se passe? C'est quoi être champion du monde? Je veux dire, à un moment. Tu sors de la vague, c'est un système de notation. Moi, je connais pas bien. Ouais, en surf, c'est un système de notation. T'as plusieurs surfeurs qui sont à l'eau. T'as un créneau de temps qui est donné en fonction de la compète, 20, 30, 40 minutes. Tout le monde on est par 2 ou 4. C'est des figures? Dans la série, c'est artistique. Donc, on prend une vague et il faut exploiter la vague au mieux, faire des figures dans la vague. Plus la vague est grosse et plus elle a du potentiel et mieux tu l'exploites. Meilleur sera dans la vague ou tu sautes? Alors, tu peux sauter? Tu peux sauter, ça commence à être niveau technique très élevé, mais tu peux sauter, Et donc, tu as des juges qui notent, qui donnent une note sur 10 et qui notent chaque vague sur 10. Et à la fin de la session, chaque surfeur garde ses 2 meilleures notes pour faire un total sur 20. Donc, ça fait un classement et après, tu as des tableaux éliminatoires. Donc, si on est 4 à l'eau, les 2 meilleurs passent au tour suivant. Et c'est où que tu deviens champion du monde? C'est à quel endroit? Californie. Huntington, Et donc là, quand tu es... Californie. Toi, tu vas, tu as un crew, vous êtes... Alors, on est en équipe de France sélectionnée, donc c'est la Fédé qui organise tout le voyage. On a une grosse équipe, on est 18 surfeurs. On était là, 2024, 18 surfeurs, plus tout le staff à côté, les coachs, le sélectionneur. Ils savent que tu as une chance. Le staff médical. Vous y allez en vous disant, bon là, t'es sérieux, t'as une chance et tout, ou je veux dire, t'es l'outsider, c'est quoi le... Non, j'ai une chance clairement de médaille, enfin de podium. Voilà, j'ai une chance de podium. Pour toi. Tu sais que... Non, mais pour le sélectionneur, c'est pour ça que je suis sélectionné. Voilà. En gros, il sélectionne les gens qui vont pouvoir, qui sont médaillables ou qui vont pouvoir rapporter des points à l'équipe. Parce que c'est un sport individuel, donc il y a une compétition individuelle, mais à la fin, il y a un classement global des nations. Et c'est ça aussi que recherche le sélectionneur. Donc, Et les gros surfeurs ou surfeuses, il y a une surfeuse française qui est hyper forte, hyper connue, non Dans le surf de gros, Justine Dupont, qui est extrêmement connue, fait... alors c'est du surf, mais c'est l'autre dimension du surf, c'est du surf de grosses vagues. Qu'elle fait, c'est sa spécialité. Hein. Ah oui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes systèmes de compétition, de critères de jugement, etc. Donc quand l'équipe de France se déplace, est-ce qu'il y a surfeurs et parasurfeurs? Est-ce que là, c'est uniquement l'équipe parasurf qui se déplace? Non, là c'est parasurf, parce que c'est des championnats du monde parasurf uniquement. Donc là on n'est pas mélangé avec... Il y a un circuit valide et un circuit handi. Ok, donc vous croisez pas, même si c'est pas un sport paralympique, mais par contre en sport classique, il y a quand même le parasport et le sport classique. T'es jugé par des parasurfeurs ou t'es jugé par des... Ah non, t'es jugé par... des juges... d'ailleurs, les juges, on les connaît pas d'ailleurs. Si, mais non, c'est des juges
qui jugent aussi les valides. Et il y a des grosses stars du surf qui s'intéressent à ça. Quand tu es en Californie, il y a un Kelly Slater qui passe en disant salut les gars. Et... Alors peut-être qu'ils s'intéressent de loin, mais j'ai fait 3 championnats du monde et j'ai pas vu un surfeur pro venir nous voir à ce moment-là. Et il y a un lien entre les équipes. Typiquement, quand tu deviens champion du monde, une Justine Dupont, elle te fait un message en mode bravo, ou d'autres. Je veux dire, il y a une communauté un peu des surfeurs, notamment pour ceux qui sont en équipe de France, ou pas? Alors, indirectement, personnellement, non, mais je pense que oui, au niveau de la Fédé, comme on fait partie de la même fédération française de surf. T'as pris ta médaille à l'Élysée ou pas Non. Ça, c'est une grosse déception du sélectionneur qui. Ah ouais. C'est incroyable ça. Qui regrette qu'on ne soit pas invité en tant que. Parce qu'on a gagné 2 fois en plus par équipe, 2023-2024. C'est fou ça. Et donc pas sport olympique. Alors en plus tu gagnes l'année où il y a les Jeux en France. C'était un sport olympique et c'est plus un sport olympique, c'est ça Non, le surf valide est un sport olympique depuis Tokyo. Donc il y a eu les 2 Olympiades, il y a eu Tokyo et Paris pour le surf, c'est tout récent. Mais le parasurf n'est pas encore paralympique. Et on sait déjà que 2028, il n'est pas sélectionné. Ok. Et il y a des chances pour du coup... ou un truc comme ça. On verra, ça commence à faire dans... Ça se discute et... je sais pas. Bon, on était beaucoup à penser qu'il le sélectionnerait pour 2028. Ok. Et c'est quoi les raisons? Enfin, ils te donnent une raison valable? C'est les comités olympiques et paralympiques qui choisissent ça. Ils ont laissé le choix à l'organisateur, donc Los Angeles. Ok. Ils ont sélectionné un certain nombre de sports. Ils ont dit, OK, on vous laisse le choix d'inclure un sport supplémentaire. Ils avaient le choix entre para-escalade, para-surf, ou de décider de ne pas mettre de sport supplémentaire. Mais ils ont choisi para-escalade. Du coup, tu te remets à l'escalade. Du coup, j'ai encore mon coup à jouer là. C'est ça. Écoute, là, faut que tu te prépares. Voilà. D'accord. Mais pourquoi, je sais pas. Après, bon, c'est des critères. Voilà. De ça, toi, tu te dis, en fait, c'est sympa, mais peut-être qu'il y a encore autre chose à faire, et tu décides de te mettre au wingfoil. Ouais. Donc, wingfoil, c'est une planche de surf avec un aileron en dessous qui fait que tu es 30 cm au-dessus de l'eau ou je ne sais combien, et tu as une voile dans la main qui te permet d'aller beaucoup plus vite au cas où ça soit pas assez dangereux d'être sur un... Ça va, monsieur? Mais là, c'est un sport de... Alors, ça peut se faire dans les vagues, mais c'est un sport de vent. Ok. Un peu dans la lignée de la planche à voile du kitesurf, on a une aile qu'on tient dans les mains, comme en planche à voile, mais qui n'est pas reliée directement à la planche. Il n'y a pas un mât. On la tient dans les mains, on est sur une planche, et sous la planche, il y a le foil qui est sous l'eau et qui s'apparente à un avion, en fait. Donc, tu as une grande aile qui va assurer la portance et une petite aile à l'arrière qui fait la stabilité. Et donc, tu prends la force du vent dans la voile, dans l'aile que tu tiens dans les mains, qui te donne une vitesse. Et à partir d'un moment, avec une certaine vitesse, c'est le foil qui va prendre le relais, qui va faire comme un avion qui va voler, mais dans l'eau, et donc qui va te surélever. Toi, tu es sur ta planche au début, tu flottes sur l'eau. La planche au début, elle flotte sur l'eau. Au début, elle flotte sur l'eau. Et après, avec une certaine vitesse, hop, c'est le foil qui prend le relais. Et toi, tu rides un peu en lévitation, surélevé de 60 cm au-dessus de l'eau. Donc, c'est soit avec une voile, soit j'ai vu qu'il y en avait des électriques, enfin motorisés. Ah oui, t'as plein. Initialement, c'est avec une voile. Maintenant, tu peux le faire. Ça se démocratise vachement. Motorisé. Après, t'en as qui font du dog start, on appelle ça. C'est. Alors ça, c'est que les valides, mais c'est sans voile, ils partent d'un ponton, ils se mettent dessus, il n'y a pas d'assistance électrique, mais ils pompent avec les cuisses, en fait. Okay. En fait, de donner ce mouvement de haut, bas, ça va permettre au foil d'accrocher, et ils vont avancer comme ça, mais donc vraiment sans force naturelle, pas de vague, pas de vent, c'est les jambes qui donnent l'énergie. Donc ça, à la base, c'est pas accessible. Le fait d'utiliser la voile plus la planche, ça fait que tu peux pas, si t'as pas tes jambes, te tenir. Donc toi, tu te dis, attends, on va mettre un siège dessus, je vais m'arnacher, et puis c'est parti. Et voilà, exactement. Ça a commencé comme ça. Mais le wingfoil, c'est un sport assez récent qui est arrivé en 2019-2020. Tellement récent qu'il y a personne encore qui ride avec un handicap en position assise, et à ce moment-là, il n'y a pas de marque qui s'est lancée dans le développement d'adaptation, tu vois. C'est le premier au monde à faire ça, en fait. A priori, après, c'est dur de s'auto-proclamer pionnier, mais maintenant, ça fait 2 ans que je fais ça, que je mets des vidéos sur les réseaux, que j'ai des retours du monde entier. Personne ne m'a dit moi aussi, ou je connais quelqu'un qui fait comme toi. Et il y en a qui t'ont demandé, qui t'ont dit, mec. Ah, évidemment, j'ai plein de gens qui me contactent.
des particuliers, des assos, des fédés, même la fédération internationale, la World Sailing, avec qui je suis en contact pour créer des camps de développement et lancer un peu l'activité. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est le projet, lancer cette activité, démocratiser moi, je le ce fais sport. ça par... Toi, tu fais ça par passion. Par passion, parce que ça me plaît de partager ce que j'aime. Mais la World Sailing, la Fédé internationale, voit un intérêt dans le développement de cette activité. Donc moi, ça me plairait beaucoup que ça marche, que les marques aujourd'hui, il y a le blocage du bricolage. Ça n'existe pas, donc il faut acheter sa planche, il faut acheter son matériel, il faut bricoler, il faut adapter. Moi, j'aime bien ça, et c'est pour ça que ça marche, mais c'est quand même un frein. Tu peux pas acheter ton matos et hop, y aller. Mais peut-être que ça va faire un déclic, tu vois, si ça se développe. Et donc, techniquement, c'est quoi le bricolage qui permet de faire ça? Finalement, c'est pas si compliqué. Au final, c'est toujours pareil. Dès que tu crées un truc, tu regardes, tu fais « Ah bah ouais, c'est évident ». Évidemment, ça demande un petit peu de réflexion, des essais, des erreurs, des galères, des adaptations, des ajustements. Mais donc, je suis en position assise, donc j'ai rajouté des équipements pour me sangler réellement à la planche, pour faire corps avec la planche. Donc, je suis assis sur la planche, j'ai des footstraps pour glisser mes pieds, pour plus qu'ils bougent. Donc, footstraps, c'est des sangles pour les pieds. Pour les pieds. Exactement. Je me suis sculpté une assise en mousse rigide pour me rehausser et être bien maintenu pour ne plus bouger. Et par-dessus ça, je me sangle. J'ai une ceinture ventrale, alors qu'il y a éjection rapide, évidemment. Je reste pas bloqué s'il y a un problème. Ça prend une fraction de seconde à enlever. Et donc, je rajoute ça aussi. La première fois que tu fais ça, le premier jour où tu montes, tu t'assieds et tu prends la voile dans les mains, c'est quoi la sensation En fait, la toute première expérience, c'est j'accompagnais un ami donc valide qui allait faire une session et moi je l'accompagnais pour prendre l'air, pour regarder, machin. Et il était en train de monter son matos sur le parking de la plage avant de partir à l'eau. Il gonfle sa wing, il me la donne dans les mains, on dit tiens, garde-moi ça le temps que je monte le foil. Et donc moi j'étais sur mon fauteuil, je prends la wing et là j'ai ressenti, c'était incroyable, j'ai eu un déclic, la force du vent dans les bras. Et comme j'aimais le kitesurf, la planche à voile avant, et j'ai ressenti cette sensation, tu vois, qui m'a fait basculer 20 ans en arrière. Et j'étais sur le parking de la plage, et là, j'ai commencé à tirer des bords au fauteuil, en fait. Ah ouais. Mes premiers bords, c'était au fauteuil sur le... Voilà. Et à faire des allées, des retours. Gérer le truc. Ouais. T'avais toujours la même sensation, quoi. J'avais la même sensation, et j'arrivais à faire des allers-retours. Et je me dis, ok, bon là, on va pas se limiter à en faire sur le parking. Il va falloir en faire à l'eau. Et donc, c'est là que je commençais à réfléchir à... Mais c'est pas hyper dangereux, ces sports de voile. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un gros sujet quand même sur les kites et autres qui sont des... Si tu maîtrises pas, enfin, en fait... Ouais, c'est toujours pareil. Il faut savoir maîtriser, il faut avancer avec son niveau. Donc, il faut pas vouloir faire des trucs de dingue quand t'es débutant. Il faut y aller petit à petit. Après, je faisais du kite avant. J'ai jamais fait de kite handi ou de seat kite, comme on dit. Donc... je peux pas trop en parler, je connais pas les difficultés. Mais en tout cas, la wing, ça a cet intérêt que... Enfin, ça me semble perso plus sécurisant parce que si tu as envie de faire une pause, tu mets la wing, donc l'aile, tu la mets à l'envers pour pas qu'elle prenne le vent, elle flotte sur l'eau. Et toi, tu es sur ta planche qui flotte aussi, donc tu peux faire une pause et il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis après, voilà. Et quand condition de savoir tenir sur une planche, de savoir... Non, mais tu te mets assis ou tu te mets allongé sur ta planche, tu fais ta pause et tu repars. Ah, mais déjà, tenir allongé sur une planche, même en étant valide... Non, allongé, ça va. Il y a plein de gens pour qui c'est compliqué. Non, mais vous, les grands sportifs, vous vous en rendez pas compte. Allongé, ça va. Debout, c'est plus compliqué. Mais... Ouais. Et puis après, j'ai commencé comme tout le monde avec un moniteur. Il y a des moniteurs. Justement, ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a les moniteurs, ça les fait pas flipper? Enfin, est-ce que t'as pas un peu l'espèce de... Oh, attends, gars, t'es en train de faire quoi là? Parce que... Peut-être un peu, mais pas dans ce monde-là. Ouais. Enfin, pas dans ceux que j'ai contactés, en tout cas. Alors après, forcément, ils te disent, bon, je vais pas t'intégrer dans un cours collectif parce que ça reste... Ouais. Là, tu comprends, évidemment. Évidemment. Donc, tu prends des cours individuels. Et puis voilà, tu rassures le... Enfin, moi, je suis à l'aise dans l'eau. Je lui ai dit, non, écoute, je suis à l'aise dans l'eau. Après, j'avais mon parcours de T'envoies la surfeur, vidéo, donc je fais voilà comme je me débrouille et l'aisance que j'ai sur l'eau. Donc voilà, t'inquiète pas. Bon, ça les rassure. Tu vis d'être champion du monde non, pas du tout. Parasurfeur? Pas du tout. C'est absolument pas professionnel. On n'a pas du tout la même médiatisation, les mêmes sponsors que le monde valide. Et c'est absolument pas rémunérateur.
Et les gros sponsors, les Rip Curl, les Red Bull et tout ça, ils sont pas sur ces sujets? Peut-être qu'il y en a, ils vont sponsoriser un ou deux chanceux, mais et franchement, sur les grosses boîtes comme ça, les grosses scènes de surf, je connais personne. Si, il y a une surfeuse canadienne qui est en partenariat avec Rip. Je crois que c'est Rip Curl Canada, mais il faudrait vérifier. Mais à part elle, je connais. Et dans les marques françaises ou étrangères, il n'y a personne qui spot et qui dit attends mec, t'es champion du monde, on va s'occuper de toi et non. C'est incroyable. Ça me paraît incroyable. Après, j'ai peut-être pas le bon réseau, j'ai peut-être pas creusé assez, tu vois, mais. Ok. En tout cas, je pense qu'il y a des pistes très sérieuses sur ces sujets, notamment chez Red Bull et autres, où je pense qu'il y a des choses à faire. Donc là, concrètement, t'es à la fois, tu continues le parasurf. Oui, bien sûr. À la fois, tu lances le para-wing foil. Donc l'objectif, c'est d'aller trouver des fabricants, des gens avec qui tu développes ce sujet-là, sachant que le terrain de jeu, c'est le monde et le monde au bord de mer, quoi, en gros. C'est ça. Tu peux le faire sur un lac? Ouais, tu peux le faire sur un lac. Dès que tu as un plan d'eau et un peu de vent, c'est bon. Donc ça peut être sur un lac, en plan d'eau fermé, en mer. À côté de ça, toi, tu as une activité de conférencier, c'est ça, que j'ai lancé cette année, c'est assez récent, mais ouais. Donc tu viens en entreprise prendre la parole et expliquer. Voilà, c'est de la conférence inspirationnelle. Donc je m'appuie sur mon parcours, l'apprentissage de mon parcours. Alors je connais bien l'entreprise, j'ai bossé 16 ans dans l'ingénierie. Et puis l'accident, et puis la reconstruction, l'adaptation, forcément la résilience, le rebond, et puis aussi la performance avec le sport et le surf, et aussi un petit peu d'innovation justement avec le wingfoil. Et donc je partage mon apprentissage de ce parcours et je fais des liens avec les valeurs des entreprises. C'est quoi les clés comment, sans offrir la conférence, évidemment, mais c'est quoi les... Il y a 3 piliers principaux pour moi qui sont hyper importants, c'est savoir accepter et s'adapter à l'imprévu, à recevoir quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça revient un peu au stoïcisme. Alors évidemment, c'est pas accepté parce que c'est trop simple, il faut se battre. Mais si tu n'es pas en capacité ou si ça relève pas de toi, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter et de mettre ton énergie ailleurs. Donc c'est accepter et s'adapter à l'imprévu, se rendre compte des contraintes et des obstacles. Et alors soit on arrive à les franchir, soit on arrive à les contourner. Mais si ces deux solutions ne marchent pas, il y a toujours d'autres solutions ou d'autres chemins d'adaptation, d'invention. Et souvent l'innovation, ça vient de là. Moi, je dis les ingrédients pour une invention, une innovation, c'est une envie, un besoin d'un côté et un obstacle de l'autre. Tu mets ça ensemble et tu essayes de réfléchir pour trouver un autre chemin. Et j'aime bien dire aussi que le chemin le plus court entre deux points, c'est forcément la ligne droite, mais c'est souvent les petits chemins qui tournent et qui vacillent, qui en fait finalement vont t'amener plus loin que ce que tu pensais au début. Donc il y a ça. Et un point aussi très important, c'est la force des relations humaines. Tu vois, mon parcours, c'est un parcours individuel, de sport individuel qui est le surf, mais ce parcours-là, il est enrichi et il est dû aussi à beaucoup de monde, à mon entourage, au monde de manière générale qui m'entoure, à mon environnement. Comme je te disais, j'ai été inspiré par quelqu'un il y a 10 ans, ça a été mon moteur. Et aujourd'hui, j'ai un peu le rôle inverse, et c'est hyper satisfaisant pour moi de donner en retour ce que j'ai eu à 10 ans. Donc cette force des relations humaines, s'inspirer soi-même, inspirer les autres en retour, écouter, partager, transmettre les choses que t'aimes, les passions et ce qui peut faire avancer les gens. T'as des jeunes qui te contactent et qui se mettent au surf, au parasurf, ou t'as un lien comme ça avec les jeunes, tu leur dis quoi à ceux qui te contactent? Et je leur dis qu'il y aura forcément une solution. Ce sera pas forcément la même que la mienne, parce que s'ils ont un handicap, il faudra que ça soit adapté à leur handicap, et donc il faut réfléchir, mais qu'il y aura toujours un moyen de trouver une solution et de trouver quelque chose. Moi, ce qui m'épanouit, c'est le sport, mais chacun a son truc qui peut l'animer et être un moteur pour cette personne, que ce soit la lecture, la cuisine, enfin n'importe quoi. Ton regard sur la mobilité et sur les manques d'accessibilité, c'est quoi? Je veux dire, est-ce que tu avais conscience des problématiques d'accessibilité avant
d'être en fauteuil. Et est-ce qu'aujourd'hui, en plus, je veux dire, tu connais le monde du bâtiment et de l'ingénierie et autres, t'en penses quoi de là où on en est en France et à l'échelle du monde, hein, mais sur la prise en compte des besoins spécifiques? Alors, j'avais pas cette notion avant, j'étais pas sensibilisé au handicap, donc c'est vrai que je me rendais pas compte de ça. Effectivement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a énormément de similitudes entre être en fauteuil roulant ou être parent avec des enfants en poussette. On a beaucoup, en discutant avec les gens se rendent compte qu'on a les mêmes problématiques. Après, je t'avoue, je pense pas être le meilleur ambassadeur pour parler de ça, parce que j'adore le challenge et j'adore... tu vois, je peux pas voyager à l'autre bout du monde toute seule en toute autonomie, par exemple, avec ma planche de surf. Ça va être une aventure compliquée, mais ça va être une belle aventure. Et je cherche pas forcément à me battre pour... moi, personnellement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sur ce... Moi, c'est pas mon combat perso, parce que j'aime me débrouiller et j'aime bien demander... Enfin, j'aime bien. C'est dur de demander de l'aide aux gens, mais finalement, tu trouves toujours une solution en t'entourant et en trouvant des gens. Et donc, j'ai voyagé dans des pays qui sont beaucoup moins accessibles que le nôtre. Et ça se passait très bien, très bien. Ouais, et puis, c'est une question de capacité, mais en fait, c'est intéressant parce que tu as conscience, de toute façon, que tu as des capacités que d'autres n'ont pas. Et que, oui. Alors c'est moi avec mes capacités, ma mobilité réduite, mais quand même assez agile. Et sur les transferts, sur les machins, ça, j'ai aucun problème. Ouais. Après, voilà, quand le jour où le métro parisien sera complètement accessible, mais ce sera incroyable. À Paris. Ouais, peut-être prendre les vagues sur la Seine. Il n'y a toujours pas de... Ils amènent l'océan, peut-être, mais... C'est ça. Dans le passage... En fait, tu tiens debout. Comment tu as géré ce sujet-là et comment tu as accepté ce truc-là, notamment dans la relation aux autres et dans les relations, on parlait hors antenne de tout ce qui était appli, de rencontres, ce genre de choses. Comment tu as géré cette période-là? Est-ce que tu as affiché tout de suite ton handicap ou est-ce que tu as fait t'es très grand, très... beaux yeux clairs et tout ça, donc est-ce que tu as fait les photos en mode debout et puis surprise, je suis en fauteuil, ou est-ce que tout de suite tu t'es affiché sur ton fauteuil Alors je me suis affiché, mais il y a eu un long moment entre l'accident et le moment où je me suis relancé dans la recherche d'une partenaire, dans une vie sentimentale, et le déclic, ça a été... le déclic. Quand j'ai eu le déclic, première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire sur un site de rencontre. Mais j'ai mis des années, années parce que c'était pas ma priorité, c'était même plus. C'était un sujet qui était au fond de la liste parce que je voulais retrouver mon autonomie, je voulais m'épanouir, je voulais retrouver plein de choses, recommencer ma vie. Et ça, c'était un sujet qui n'était pas prioritaire. Et puis petit à petit, il est remonté dans la liste. Mais il y avait ce blocage, effectivement. Tu vois, est-ce que sur un site de rencontre, je mets des photos et je cache le handicap et j'en parle après, ou est-ce que je le montre tout de suite? Mais pour moi, ça a été clair, c'était... je suis en fauteuil, je suis handicapé. Moi, ça y est, je l'ai accepté. J'ai pas besoin de le cacher. Il y aura beaucoup de personnes qui vont voir mon profil, qui vont bugger là-dessus et qui vont me swiper à gauche, comme on dit. Mais c'est pas grave. Ça fait un filtre naturel aussi. Et puis voilà. Donc non, je me suis affiché tout de suite avec le handicap et le fauteuil. Sacré parcours et sacrée force de caractère quand même, parce que ça fait partie des sujets évidemment sur lesquels il y a besoin de prendre la parole et de montrer l'exemple. Il y a plein de jeunes qui nous écoutent, qui se posent toutes ces questions, et donc il y a besoin de rôle modèles comme toi et de gens qui... Ouais, mais je pense que la clé, c'est l'acceptation pour soi-même. Et une fois qu'on a accepté... Alors, je dis pas que c'est facile, c'est probablement la phase la plus difficile dans un parcours comme ça, avec une épreuve ou un accident de vie. C'est accepter. Mais une fois que ce cap est franchi, la reconstruction se fait de manière naturelle et fidèle à soi-même, quoi. Et puis je pense que là où toi, t'es un individu... particulier, mais c'est pas une question de handicap, c'est que fondamentalement, tu as une capacité à digérer les choses et à remettre
tout dans le bon sens, qui est, je pense, assez hors norme, parce qu'on voit bien qu'au vu de ton parcours et de tout ce que tu as vécu, globalement, même l'acceptation, tu vois, ça va quand même assez vite chez toi. J'ai pas de référence pour comparer, mais oui, effectivement, je me rends compte avec ce que j'ai vécu, les différentes épreuves que j'ai eues dans ma vie, il y a eu du rebond, enfin il y a eu de l'acceptation et du rebond derrière. Alors Guillaume, si tu avais dû écrire un livre ou réaliser un film, ça serait lequel? Ça aurait été un livre que j'ai beaucoup aimé. Il faudrait que je relise parce que ça fait longtemps, tu vois, on en parle. Martin Eden de Jack London. Un de mes livres préférés. Voilà. J'adore. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors pourquoi? Parce que c'est un livre qui m'a touché quand je l'ai lu la première fois, mais c'était peut-être il y a 10-15 ans que je l'ai lu. C'est pour ça qu'il faudrait que je me replonge dedans maintenant qu'on en parle. Ça me donne envie. Peut-être juste si tu peux finir un peu mieux. Enfin, on va pas spoiler, mais si tu peux finir mieux que dans Martin Eden. Ah oui, non, le but c'est de pas finir comme Martin, quoi. Non, mais c'est cette relation avec les codes sociaux et d'être soi-même et de pas vouloir gravir les échelons sociaux ou être vu par les autres d'une manière différente de qui on est vraiment. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais c'est clair. Voilà. Non, mais parce que je me replonge, et ça a été mon livre de chevet pendant longtemps, et je me dis en même temps, c'est vrai qu'il faut que je le relise parce que je suis sûr que là j'aurai encore une autre lecture de. Bah ouais. En fait, je vais même aller plus loin. Mais tu vois, moi je pense que c'est même sûr, je l'ai lu avant mon accident, il faudrait que je le relise maintenant. Mais c'est dingue. Là, tu viens de me faire un espèce de choc mental parce que je me dis, c'est fou à quel point ce livre a conditionné plein de choix dans ma vie. Incroyable que tu me parles de ça. Trop bien, trop cool. Ah, mais là, je sais ce que je vais faire en sortant de. Ok, et un film? T'aurais un film? Alors, j'ai pas réfléchi au film. Oui, il n'y a pas d'obligation. Non, comme ça, je sais pas. Je pourrais dire un film, mais. Ah ouais, voilà. Mais alors, il nous fait une très mauvaise pub sur les vagues en Méditerranée, parce que pour de vrai, on a des vagues en Méditerranée. Brice, viens là que je t'explique les choses. Moins que sur l'Atlantique, mais il y en a. Mais parce que la Méditerranée, pour beaucoup, ils la voient que l'été. Exactement. Et alors l'été, c'est très calme. Alors que l'hiver, on peut s'amuser. Je vais beaucoup dans le Var, mais encore cet hiver, j'étais dans le Var, et ouais, il y a des belles vagues quand même. ça peut remuer. Voilà. Est-ce que tu as une question pour l'invité d'après? J'ai une question. C'est une question qu'on m'a posée, que j'avais trouvée intéressante. Si tu as l'occasion de dîner avec une personne, qui soit vivante, disparue, réelle ou fictive, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi, évidemment? Tu sais que cette question est trop bien, et ça va être trop bien. Celui qui a, on va dire, maintenant, cette question, elle est identifiée à une personne. Ah, c'est vrai? Ok. Ouais. C'est Guillaume Play dans Legend qui a posé la question à Nicolas Sarkozy. D'accord, je savais pas. Dans un épisode de Sarkozy. Et Sarkozy a une réponse, mais je pense que c'est devenu un mème, où sa réponse, c'est... moi j'irais dîner avec Jésus, parce que quelqu'un qui a réussi à ce qu'on parle de lui 2000 ans après, c'est quand même énorme. C'est un génie du marketing, quoi. Comme ça, tu vois, il a une réponse un peu comme Sarkozy peut faire, quoi, et qui a fait. Je savais pas que ça venait de là, cette question. Moi, on me l'avait posée aussi, je l'avais trouvée intéressante. Ouais, c'est hyper. Non, mais la question, elle est hyper intéressante, mais c'est vrai que cette réponse, je crois qu'elle a fait 6 mois de trend sur les réseaux. En fait, il a fait un épisode de Legend, je crois. Qui est devenu, il y a peut-être 2000 mèmes qui sont sortis de ça. Donc, on verra la réponse de l'invité d'après. Ça sera intéressant. Trop bien. C'est quoi les inspi, les trucs que tu suis? C'est qui les personnes que tu regardes ou les tendances que tu suis pour... Niveau inspiration, moi, j'ai pas forcément de personnalité particulière, mais ça peut être monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours. En fait, j'aime bien sa façon de s'exprimer, j'aime bien ce sourire, j'aime bien ce comportement. En fait, tu vois, je prends des petits trucs sur ce qui m'entoure de manière générale. Après, les grands explorateurs et les pionniers de manière générale, ça aussi, ça me... Ouais. Les Mike Horn, les Neil Armstrong qui a marché sur la Lune, il faut quand même... Quelle est la mentalité du gars qui va marcher pour la première fois sur la Lune? Tu pourrais tellement faire un truc avec un Mike Horn ou des gars comme ça. Ouais. Mais bien sûr. Ouais. Et la mentalité, de tous ces gens-là avec une mentalité un peu hors norme. Je les trouve, ils m'inspirent. Trop cool. Hyper intéressant. Et il y a plein de gens avec qui j'ai envie de te mettre en relation parce que on a quelques
potes là qui font des trucs assez ouf. Le trail et tout, c'est un sujet qui t'intéresse ou pas toi qui es très sport, est-ce que d'aller faire... c'est pas un truc que je peux... Ah si, oui. Genre marathon des sables ou, ouais. Alors moi je pense que... Pierre Cabon, tu vois, Pierre et Myriam qui ont gravi je sais plus quelle montagne, mais... Ou là, Inoxtag potentiellement avoir un blocage, mais c'est moi. Alors ça va être forcément... du coup, je vais pas être autonome, ça va être un travail d'équipe. Mais moi, j'ai l'impression que dans ces équipes-là, finalement, l'effort physique qui est fourni, moi, je vais fournir le mien, tu vois, mais 90%, ça va être les autres. Et j'ai envie de participer au moins à hauteur égale dans une équipe et pas être... Donc plutôt sport indiv, peut-être, où tu ressens, toi, le résultat est lié uniquement à ton... Non, pas uniquement, mais avoir plus d'impact dans l'équipe que... Et après, je dis ça, je connais pas, tu vois, Marathon des Sables, les gens qui le font en fauteuil, c'est incroyable et je suis sûr qu'ils se dépensent comme pas possible. Mais ça serait intéressant, tu pourras en discuter. Je te mettrai en lien avec Caroline Fruchot qui a fait ça. Et là, elle vient de faire ce week-end. On est déjà en contact. Elle est à fond dans ces trucs-là. Elle a un projet d'aller faire un énorme trail aux US. Il y a quand même des trucs qui sont. Et je crois qu'elle se dépense bien. Ah ouais, j'imagine. dans tous ces trucs. Mais ou un Inoxtag qui a gravi l'Everest. Il dit, en fait, il y a un YouTuber qui s'entraîne peut le faire. Bon, il a certainement des grosses capacités aussi, parce que il pas juste d'avoir des moyens pour faut s'entraîner quand même, pour monter en haut de l'Everest. Mais ok, trop bien. Merci beaucoup Guillaume pour ta visite. Merci à toi. Merci pour ton temps et tes mots, c'était un super moment. Et moi j'ai hâte d'aller te voir surfer les vagues avec ta voile. Ça marche. À très bientôt. À bientôt.